Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, Thierry Geoffroy est un artiste de l'urgence. À travers un vocabulaire formel restreint, carton, photographie, tente, extraits de journaux, et les inventions de formats comme les emergency rooms, biennalistes, critical run, il questionne les enjeux d'un présent quotidien et intensifié. Guerre, racisme, crise des réfugiés, faits divers, gestes banals du quotidien deviennent la matière d'exposition ou de performance collective au sein d'institutions cloisonnées dans des systèmes de classement qui deviennent caduques ou qui le rendent caduques. Adepte de l'autostop, il embarque dans sa valise un réseau international de personnalités. Il crée des communautés éphémères comme des précipités artistiques qui se réifient en action. Inspiré par la publicité, l'agite-prop, le junk art, l'happening, la critique institutionnelle, son œuvre trouve toute une acuité et une constance graphique au service d'une vision empathique du monde. L'artiste franco-danois est effronté, il s'amuse, il provoque des disjonctions dans les grandes cérémonies comme la Documenta ou la Biennale de Venise, et il participe à disloquer les temporalités et les infrastructures de l'art. À l'occasion de la sortie de sa monographie, Thierry Geoffroy Chronolonel Propulsive Rétrospective, édité par la Village Stuck Munchen, moi-même, Pierre-Alexandre Mathéo et Charles Tessou reviendront sur sa carrière insolente. Alors, on a adopté une lecture presque chronologique du travail de Thierry Geoffroy, où l'on reviendra sur ses œuvres de jeunesse, son manifeste, différents formats qu'il a inventés, avant de s'intéresser à l'Emergency Room, qui est probablement son format majesté, en s'appuyant sur l'urgence de la création. Et pour conclure, on parlera de ses rapports avec l'art, des hyperstructures de l'art, des biennales et de l'histoire de l'art elle-même. Donc on voulait débuter cette conversation en s'interrogeant sur ton nom, enfin sur ton surnom, ton pseudonyme, Colonel, qui paraît être un surnom un peu surprenant quand on sait que tu critiques, voire tu trolls comme ça les figures, les structures d'autorité. Colonel, c'est un nom c'est un caractère, c'est pas de la bande dessinée, mais c'est presque un caractère. En fait, j'ai choisi ça parce que mon vrai nom c'est Thierry Geoffroy, et quand on me demandait au Danemark, mais tu t'appelles comment? Je disais Thierry Geoffroy. Et on me disait chéri, tout ça. Alors, je trouvais que c'était un peu osé de m'appeler chéri, donc j'ai dit il fallait que je trouve un autre nom. Et puis mon papa était colonel, donc j'ai été réformé, j'ai pas fait l'armée. Et puis aussi parce que je fais des stratégies. Et tu me disais justement, juste avant, que c'était inspiré par la figure de Guy Debord, donc le père du situationnisme, qui lui-même se voyait comme une sorte de génie du mal, ou en tout cas il pensait ses activités artistiques et politiques comme une sorte de multinationale du mal. Il se prenait pour Fantomas, comme ça, une figure très énigmatique, très fantomatique, qui agissait, mais on ne pouvait jamais le reconnaître. Oui, enfin j'ai découvert Guy Debord beaucoup plus tard, c'est Jean de Pied-Pape qui me l'a fait découvrir d'ailleurs. Bon, je ne me comparerai pas à Guy Debord qui était un génie de la stratégie, c'est le grand maître. C'est celui qu'il faut lire maintenant, absolument. Voilà, j'ai pas eu cette inspiration, mais après, Guy Debord, c'est mon maître. Oui. Si on devait revenir au tout début de ta pratique artistique, même si tu n'étais peut-être pas encore artiste, mais tu as commencé à faire de l'autostop, ça t'a beaucoup inspiré par la suite, et on se disait justement avec Pierre-Alexandre qu'on pouvait retrouver dans l'autostop certaines de tes obsessions, certaines des intérêts qui après ont innervé toute ta carrière. Notamment l'idée de sérendipité, c'est-à-dire de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas, l'idée d'accident, de chance, de hasard, mais aussi l'idée qu'un artiste existe toujours dans un réseau, pas forcément au centre de ce réseau, mais au milieu. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette activité d'autostoppeur et peut-être la manière dont ça a influencé ton travail par la suite? L'autostop a sauvé ma vie parce que j'ai pu me déplacer d'abord n'importe où, sans argent, tout le temps. Donc c'était déjà, ça m'a sauvé de problèmes. Et puis après, c'était qu'il y a des gens merveilleux qui prennent en stop, il y a ceux qui ne s'arrêtent jamais. Et puis il y a toujours quelqu'un qui s'arrête, donc ça a créé un certain optimisme. Et puis c'est aussi, on écrit comme dans l'art, on écrit un but, c'est-à-dire ça peut être une ville, et puis quelqu'un s'arrête et on y va, on n'y va pas. Donc c'est un peu la démarche expérimentale de l'artiste qui a écrit sur un petit bout de papier ce que l'artiste voulait faire. Et puis après, c'est un peu l'aventure. Donc il y a le hasard. Dans le manifeste, c'est aussi, unpredictability. Donc l'autostop, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. On peut avoir une intention. Et puis aussi, bon là, il n'y en a pas beaucoup, l'esthétique du carton. Pour faire l'autostop, on trouve un carton par terre. Et on écrit dessus, on a toujours un stylo, et puis on expose là où on va, quoi. Donc c'est vrai que j'ai gardé ça plus tard.
Alors, à la base de votre vocabulaire formel, il y a d'abord la photographie. Vous êtes d'abord un photographe. Vous avez commencé à faire des photographies lors de vos voyages, notamment en photographiant des touristes. On en a une derrière. Vous vous intéressez plus aux touristes qu'aux autochtones et leur manière d'interagir avec les autochtones, précisément. Oui, bon, c'est un peu, comment dire, une self-critique aussi, parce que quand j'ai voyagé, je me suis posé la question comment je réagis par rapport aux mendiants, etc. Donc c'est un portrait un peu de mon comportement à moi, et donc je l'ai observé sur d'autres, mais c'était aussi une critique de moi-même. Mais ce qui m'intéressait dans ces photos, là on ne le voit pas parce que c'est seulement des touristes, mais c'est la distance qu'il y a entre un touriste et un autochtone. Par exemple, quelle est la distance entre nous? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on est loin? Est-ce qu'on se rapproche? Donc, en fait, toutes les relations sont faites dans le rapprochement. Comme dans l'autostop, une fois qu'on est assis dans la voiture, on est à côté du chauffeur. Et pour parler du rideau bleu, donc souvent j'avais fait ce ciel bleu. Alors on a Catherine qui est spécialiste de Yves Klein. À l'époque, j'étais fan de Yves Klein. En fait, c'est le premier artiste que j'ai découvert. Et donc j'ai cherché une sorte d'absolu que le ciel, bon, c'est pas monochrome, il y a quelqu'un devant, mais que le ciel soit d'un bleu dur. Et bon, à l'époque, c'était des diapositives, il n'y avait pas de retouche. Alors la photographie, à partir de 1989, vous signez un manifeste dans lequel vous définissez des termes, des formats d'exposition. Il y a vraiment cette idée de faire exploser l'unité de lieu, l'unité de temps d'exposition et de s'affranchir d'une logique institutionnelle ou d'une logique domestique, même si vous faisiez des musées dans votre propre maison. Et donc je suis curieux, peut-être pour vous revenir sur certains termes qui m'intriguent, comme qu'est-ce que c'est une exposition bourgeoise ou une exposition semi-bourgeoise? Alors le manifeste, c'était l'idée d'observer ce que j'avais fait, ce que j'étais maintenant et ce que j'allais faire plus tard. Donc c'était un peu un serment, etc. Alors en regardant ce que j'avais fait, ce qui m'intéressait, c'était donc l'imprévisible et les différents types. Alors la bourgeoise, c'est quand le créateur qui est seul chez lui, dans son studio, donc c'est bourgeois, c'est peut-être pas chauffé, mais c'est tranquille. Semi-bourgeois, c'est quand on a un lieu d'exposition, par exemple comme celui-ci. J'ai fait une exposition hier, peut-être demain je la change, ou je change quelque chose, ou la plupart de mes expositions, elles respirent. Donc ça, c'est semi-bourgeois, c'est assez confortable puisque c'est chauffé. Ici, le personnel est très sympathique. Offensif, c'est-à-dire je ne suis pas invité. Et puis je décide d'aller quelque part faire un projet. Donc là c'est offensif, on ne m'a pas invité, des fois je me fais éjecter. Vagabonde, c'est-à-dire c'est dans les supermarchés ou dans la rue. Je suis un peu comme un vagabond, donc je fais des expositions dans le métro, etc. Et exhibitionniste, c'est quand je demande aux autres de participer avec de l'art ou des photos d'eux-mêmes. Donc c'était les types. Et d'ailleurs, pour rappel, pour le lancement de votre manifeste, vous avez fait une exposition mobile organisée dans tout Copenhague, composée d'éléments flottants, volants, des cyclistes. Il y avait comme une sorte de jeu psychogéographique ou situationniste dans lequel on devait se rendre, et une exposition basée plutôt sur un système de temporalité et de spatialité aussi. L'idée, c'était la liberté insolente, c'est-à-dire c'est aussi la liberté de l'autostoppeur. Donc comme je n'ai pas fait une école d'art où je n'avais pas des relations dans des galeries, etc. Donc je m'emparais de tout ce que je pouvais, quoi. J'étais chez moi partout. Comme l'autostoppeur couche n'importe où ou va n'importe où. Donc je l'ai fait, quand j'avais exposé, je l'ai fait partout. Vous avez une pratique qui est tournée vers les gens, vers le monde, vers les réseaux. Mais il y a un terme qui revient souvent, c'est celui de gymnastique médiatique. Mais là, on va reparler d'une moving exhibition, et je pense que c'est une moving exhibition, et que c'est un bon exemple. Il y a cette exposition culte dans le Sulrich-Aubrist, Hotel Room 763 au Carlton Place, donc où il avait invité des artistes dans sa chambre d'hôtel, et dans lequel vous vous incrustez carrément. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote Bon, j'avais demandé à Hans Ulrich, donc il avait fait une exposition qui était un peu culte dans sa chambre d'hôtel, dans une chambre particulière. Il avait invité 40 ou 50 célébrités dans sa chambre, tous les artistes connus, Boltanski ou voilà, dans sa chambre. Et donc j'avais trouvé ça super intéressant, super fascinant. Mais comme je n'étais pas invité, je me suis dit, je vais lui proposer chaque fois qu'il sort de la chambre, ou souvent, quand il laisse la clé en bas, moi je la prends et je m'installe et je fais une exposition. Quand il n'est pas là. Donc c'est ce que j'ai fait, il était d'accord. Ouais. Et donc j'appelais ça, c'était le principe du squatter. Le squatter, c'est quelqu'un qui habite chez quelqu'un d'autre. Mais d'ailleurs, ce principe du squatter, il revient souvent dans votre pratique. Vous êtes à la fois, vous avez atteint une sorte de centralité
Dans l'art, la preuve en est, le catalogue, et aujourd'hui, vous êtes collectionné par des institutions. Et en même temps, vous avez toujours vécu en marge d'un système. Je ne suis même pas sûr que, par exemple, la scène danoise artistique vous ait véritablement compris. Vous avez toujours été un électron libre, avec une individualité forcenée. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste marginal? Un artiste comment? Marginal. C'est eux qui sont marginaux. Bah, c'est-à-dire, je me sens un peu isolé, oui. Oui, mais c'est-à-dire, quand on travaille avec l'ultra contemporain, les institutions ronronnent un peu, c'est-à-dire, donc avec la pratique de l'imprévisible, dans les institutions, c'est pratiquement pas possible, puisqu'une institution demande toujours du prévisible. Donc je ne peux pas vraiment m'incruster comme ça. Parce qu'il y a aussi une histoire des artistes qui, comme ça, opèrent de manière guérilla. Parce que quand on parlait justement de la manière dont certaines de tes œuvres, tu les avais imposées ou tu les avais invitées de ton plein gré dans des expositions, on avait parlé de Daniel Buren, qui est une inspiration et qui avait lui-même installé ses œuvres pour l'exposition de Harald Zeeman à la Kunsthalle de Berne, When Attitude Becomes Form. Oui, enfin, oui, Daniel Buren faisait des expositions mobiles à ses débuts, oui, donc ça c'était l'inspiration. Il y a beaucoup d'artistes, il y avait aussi Phil Yu avec son chapeau, etc. Donc il y a pas mal d'artistes qui ont travaillé comme ça. C'est la liberté d'être indépendant. Si on veut exposer, on n'a pas besoin de demander et d'organiser quelque chose. Ça, Et d'ailleurs, en parlant de Fluxus, quelle est l'influence du happening des années 60 et 70 sur votre pratique? Vous pensez à qui? Je pense à Georges Massounas, je pense à Ben Vautier, oui. Par exemple. Je pense à Robert Filiou. Oui, Filiou, je connais assez bien, les autres moins, mais c'est une inspiration. Mais je ne sais pas si j'ai été vraiment inspiré dans ce sens-là, parce que j'ai commencé à regarder des livres assez tard. Donc c'est plutôt l'inspiration par besoin. Même Marcel Brouters, l'idée de musée dans le musée ou de faire le passage d'un musée. Ce qui m'intéressait chez Marcel Brothers, c'est de questionner la structure. Donc c'est comme ça que j'en suis venu, que Marcel Brothers questionnait le musée, et je me suis posé la question pourquoi il ne questionnait pas Documenta, par exemple. Parce que la structure de la structure, c'est les biennales ou c'est Documenta. Brothers a fait un travail d'analyse de structure du musée, et après je me suis posé la question, mais pourquoi il n'a pas... Il avait conçu le musée des Aigues pour la Documenta 5. Oui, mais il n'a pas questionné la structure de Documenta. Il n'a pas questionné la structure. Mais pour en revenir un petit peu à la photographie et à vos débuts, donc vous avez un rapport à l'image qui interroge son rapport à la vérité, mais aussi de dissémination. Par exemple, là, il y a toutes ces fausses couvertures de magazines dans lesquelles vous vous mettez en scène. Donc là, on voit Vogue, on voit VIP, Look. On peut revenir sur cette logique de dissémination de l'image. Vous utilisez les médias comme une sorte de matière dans laquelle vous allez disséminer vos propres photographies. Au lieu d'utiliser des espaces d'exposition, ce sont avant tout les réseaux médiatiques qui vont vous intéresser. J'ai exposé sur les murs, sur moi-même, j'ai des casquettes, des imperméables. Et après, je me suis dit qu'un journal, c'était un lieu d'exposition. C'est-à-dire, on pouvait s'incruster au lieu de mettre au mur, on pouvait mettre des choses dans les journaux, et c'était vu. Alors, il y avait, par exemple, l'article de gauche, non, celui où je suis dessus. Là, j'ai été payé pour le faire, c'est-à-dire j'ai eu un espace, j'ai écrit un texte, j'ai fait des photos. Et des fois, je m'incruste sans être invité. Mais tous les espaces sont bons à prendre. En fait, c'est le principe de la guerre, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle réquisitionner. S'il y a une guerre, on réquisitionne les hôpitaux, les rues, les bus. Donc, je me suis dit que pour m'exprimer, il fallait réquisitionner tout. En parlant de réquisition, vous avez aussi réquisitionné des catalogues de vente. Ce catalogue de vente qui s'appelle Look and Buy. Et alors, il y a ce jeu très marrant où vous remettez en fait des ready-made classiques de l'histoire, notamment le porte-bouteille de Marcel Duchamp, que vous remettez à vendre dans le Look and Buy. Là, on peut l'apercevoir sur la page de gauche. Quand on a même une œuvre d'art dans un journal, des fois c'est coupé ou dans un magazine. Donc je voulais voir, ça c'était un journal de vente, donc c'est la métaphore de tous les médias. Et je plaçais des objets, et par exemple, j'avais cru comprendre que Marcel Duchamp avait fait ses ready-made pour des objets qui n'avaient finalement pas de valeur. Donc je me suis dit, au lieu de faire des choses en or, comme il y a beaucoup d'artistes qui le font, je vais faire quelque chose qui coûte pas cher. Et c'est le numéro de téléphone du
du directeur du musée de Louisiana. Donc les gens pouvaient appeler pour acheter, mais ils ne savaient pas. Donc on pouvait jouer aussi sur le numéro de téléphone et tout ça. Il y a un autre artiste qui va être important pour vous, c'est Christian Boltanski. Alors Christian Boltanski qui fait ses photos, enfin qui utilise des photographies d'anonymes où on ne sait jamais s'ils sont victimes ou bourreaux, issus notamment de la Seconde Guerre mondiale. Et ces photographies qui sont disséminées dans la rue, vous les collectionnez et vous les réutilisez. Et vous allez sauver quelque part ces images de Christian Boltanski. Alors Christian Boltanski, c'était un artiste qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il travaillait avec la photo de famille, les photos de trouvées, etc. Et je le trouvais passionnant. Et puis il a eu une exposition à Copenhague, dans un grand musée, etc. Et puis il voulait aussi être un artiste de rue, un peu street art. Et je me suis dit, Boltanski, c'est plutôt un artiste de musée. Donc quand j'ai vu tous les posters de Boltanski dans Copenhague, j'ai trouvé ça dommage qu'ils soient exposés, qu'ils allaient être perdus. Donc à l'époque, comme j'avais la poussette avec les enfants, j'allais toutes les nuits dans les rues de Copenhague. Donc j'ai pratiquement récupéré tous les posters de Boltanski qu'il y avait dans Copenhague. Et après, je les ai réexposés dans des musées pour... je trouvais que c'était dommage qu'un Boltanski finisse comme image, comme poster, qu'il soit recouvert. Donc je les ai récupérés, je les ai remis dans les musées. C'est du sauvetage, oui. On pourrait aussi dire que c'est une sorte d'appropriationnisme à double tiroir, c'est-à-dire vous faites un Jacques Villeglé à partir de Boltanski. Oui, lui trouve des photos de famille, moi je trouve ses photos, donc c'est aussi du média transport. On se promène, l'image elle fait le tour, elle va privé, public, journaux, musées. Donc c'est une promenade, c'est comme l'autostop. Alors, en 91, vous faites une exposition qui s'appelle Art et Publicité, qui est presque américaine à mon goût. On dirait une exposition de la Post-Picture Generation, dans lequel, en fait, vous confrontez des images guerrières, martiales. Là, ici, on voit des casques bleus, donc des soldats dont vous repeignez le casque en bleu, confrontés à des images plutôt joyeuses, plutôt de félicité, vendant des produits de bien-être ou de consommation. Et vous allez user comme ça de cette confrontation entre différents registres d'images. Et c'est quelque chose qui revient souvent. Enfin, moi, j'ai toujours vu dans votre pratique une influence assez forte de la publicité et le fait que vous étiez un véritable enfant des années 90, peut-être même un peu américain sur les bords. Ça, je ne pourrais pas répondre comment j'étais américain. Non, en fait, l'exposition s'appelait Art et Publicité. C'est parce que j'avais vu une exposition très bonne au Centre Pompidou sur ce sujet. Donc, quand j'étais revenu au Danemark, j'avais gardé le thème. C'est comment on est affecté par les émotions dans les médias. Un autre format que vous avez utilisé, c'est votre proximité avec le monde du vêtement, de la mode. Vous faites coudre sur des imperméables, des séries d'images. Et vous faites, ça devient un petit peu des expositions portables. Il y a Félix Fénéon au début du siècle qui avait ses expositions en valise. Vous, c'est des expositions imperméables. Oui. Bon, alors déjà le mot imperméable, c'était intéressant parce qu'un imperméable, imperméable au sentiment, imperméable, donc déjà le mot était intéressant. Et puis c'est aussi le symbole de l'exhibitionniste. Donc comme j'avais la moving exhibition de type exhibitionniste, on représente l'exhibitionniste, c'est quelqu'un avec un imperméable. Et là, c'est peut-être l'influence de Daniel Buren, qui n'est pas exhibitionniste, où il y a un intérieur, un extérieur, etc. Donc, par exemple, si je suis dans le métro, dans les escalateurs, tout le monde peut voir ce que j'ai dans le dos, mais pour voir l'intérieur de mes imperméables, il fallait un visa. Donc, je montrais mon intimité, en fait. D'ailleurs, on pourrait revenir sur cette notion de visa, puisque c'est quelque chose, c'est un élément qui revient souvent. Autant vous êtes pour une sorte d'éclatement de l'image et sa dissémination. Pour autant, vous avez inventé des méthodes dans lesquelles il faut un visa pour accéder à vos expositions. Alors, c'est un paradoxe que vous pourrez... Non, je suis content de la question. En fait, c'est de mes sujets j'aime beaucoup. C'est l'idée que si on fait une exposition, vous allez tous observer ce que je fais, et il y en a qui vont penser que je suis fou, que je suis ici ou que je suis ça. Et donc, je fais un peu attention à ce que je montre, parce que je ne sais pas qui va regarder. Mais avec le visa, je sélectionne qui va regarder mon intimité, finalement. Donc, je montre des choses différemment ou plus authentiques. Mais quand c'est dans un lieu public, il y a une machine en moi qui fait beaucoup de censure et tout ça. Mais si c'est un espace privé, j'ai moins de problèmes. Alors, en parlant d'espace public, on va revenir sur votre incursion à la télévision. Là, on est dans le pur public.
Donc on peut y voir une référence à Chris Burden, TV Hijack, cette performance culte de 72 dans lequel il loue les panneaux publicitaires et il menace d'un couteau une femme lors de cette séquence publicitaire. Et vous allez comment on appelle ça, photobomber une émission de télévision avec des messages politiques. Donc là, on est dans l'absolu contraire, l'œuvre la plus publique qui soit, contaminer la télévision. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que vous faites ça, parce que j'ai d'autres exemples où vous inventez des stratégies pour apparaître dans les médias, notamment lors de matchs de football. Mais peut-être revenons déjà sur votre rapport à la télévision. C'est-à-dire, c'est un lieu d'exposition. Alors, à une période, j'utilise mon imperméable ou un chapeau, etc., un poster. Et puis, je me suis aperçu que finalement, il y a beaucoup de gens qui regardaient la télévision. C'était une époque, il y a longtemps. Et donc, le lieu pour faire une exposition avec beaucoup de viewers, de regardeurs, c'est donc le média. Alors, les journaux, c'était satisfaisant. Et donc après, je me suis dit, je vais aussi apparaître ça c'est un peu aussi comme Mathieu Lorette, dans la télévision. Alors au début, pour être dans la télévision, je faisais des crashs comme ça, c'est-à-dire j'arrivais et puis je faisais un événement qui est rentré dans la caméra. Et puis après, je me suis dit que peut-être le plus simple, c'était d'avoir mon émission. Vous avez d'ailleurs créé une série télévisée en 10 épisodes, il me semble. Il y a eu 3 séries de 8 épisodes. 3 séries de 8 épisodes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette création de série où je crois que vous jouiez à un active immigrant, un type de Peter Sellers? Je me suis dit, voilà, je vais faire de la télévision. Et l'idée de faire de la télévision, c'est aussi, je portais mes imperméables, je changeais les sous-titres, etc. Donc, et je pouvais contrôler le montage. Donc, c'était le lieu parfait d'exposition. Alors, j'ai réussi à séduire la télévision nationale danoise, qui s'appelle DA2 à l'époque. Et au début, je voulais faire une émission sur la techno, qui je trouvais très inspirante, mais ce n'était pas possible. Pour faire une émission au Danemark, il faut parler des Danois. Ça s'appelle Dansvingel. Voilà. Alors, j'ai fait une émission je leur ai proposé d'être un touriste français qui arrivait au Danemark et qui faisait une analyse des Danois. Pour en revenir à la photographie, vous avez aussi une sorte de collectionniste. Vous collectionnez les photos d'identité. C'est une passion très étrange, mais c'est une manière, en fait, la photo d'identité, ça assigne un territoire, ça assigne à une autorité, et vous avez fait un certain nombre de projets dans lesquels vous interrogez les gens à travers leurs photos sur leur degré d'allomanité, d'écossicité. Alors, je ne sais pas le dire en français, on va dire Germanness, Scottishness, Danishness. Et vous les interrogez sur ça, et c'est des photos que vous collectionnez, on les voit. Oui, alors par exemple, la série là est collectionnée durant une émission télé, donc je fais mon émission, c'est drôle, et en même temps je produis ça. Mon idée, c'est d'apporter une certaine connaissance. En fait, j'aurais rêvé de continuer des études. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire une sorte de science qui est plutôt artistique et bon, c'est de l'art visuel, etc. Mais je vais mesurer, donc c'est l'obsession de faire des mesures. À l'époque, comme j'étais un peu immigrant, le Danishness c'était important. Je ne crois pas que le mot existait d'ailleurs. Donc, essayer de mesurer. Et puis après, maintenant, on trouve ça, c'est le data. Donc, tout ce que je fais, souvent, ça produit une œuvre photographique ou textuelle. Et après, s'il y en a un certain nombre, par exemple, là, j'ai une exposition en Norvège, il y a 40 000 participants. Donc après, on peut même faire des statistiques, on peut ChatGPT ou on peut commencer à faire des mesures. Pour revenir sur ce statut d'immigrant, vous avez une œuvre qui est hilarante, un hommage à Piero Manzoni, maire de Cheval Royal, dans lequel vous demandez à des immigrants de ramasser les crottes de cheval de la royauté danoise. Et vous en faites des boîtes. Alors, c'est en fait... je ne sais pas si c'est un hommage, parce que je n'étais pas trop fan de Manzoni. Je trouvais que c'était assez... Catherine parlait de sarcasme et tout. Je pensais que Manzoni était assez sarcastique. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc, plus boy scout. Et donc, j'avais demandé à des immigrants les chevaux royaux passent parfois pour un anniversaire dans les rues de Copenhague. Et puis, ils font leurs besoins dans la rue piétonne. Et puis, personne ne ramasse. Donc, j'ai voulu faire une bonne action pour me faire aimer par les Danois.
Et puis donc j'ai réuni des immigrants aussi pour faire un peu de marketing sur les bons immigrants. Et puis on a fait des boîtes de conserve avec. C'est aussi pour éviter que les vieilles dames se cassent le col du fémur si elles glissent dessus. Justement, ça nous rappelait cet artiste et metteur en scène allemand, Christopher Schlingensief, qui avait fait... le titre était en allemand, mais c'était quelque chose comme I Love Vienna. Et c'était une émission de télé-réalité qui se déroulait sur une place publique assez centrale à Vienne, où c'était uniquement des migrants qui jouaient un concours de télé-réalité pour gagner la nationalité justement autrichienne. Et on se demandait si vous aviez été inspiré par d'autres expérimentations comme ça qui étaient à lisière de l'entertainment et de l'agit-prop. En fait, je l'ai découvert aussi plus tard, et malheureusement, il est très peu connu en France. Mais c'est dommage. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est un super artiste. Non, je connaissais seulement le lac qui déborde. Non, je ne sais pas si j'étais inspiré. C'était plutôt le sens civique, quand même, parce que on nous disait à Nancy que s'il y avait de la neige, il fallait quand même nettoyer pour que personne ne se casse quelque chose. Alors, il y a toujours une forme de physicalité très forte dans vos œuvres, notamment cette installation qui s'appelle Awareness Muscle Training Center. Oui. Toujours sur cette question de l'apathie. Pour vous, la conscience, c'est comme un muscle que l'on entraîne. Oui. Il semble que le mouvement physique, qui inclut souvent l'élément de précipitation, courir, produire des œuvres d'art dans l'instant, soit lié au mouvement des participants à un niveau mental pour activer la pensée critique. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose, cette espèce de physicalité qui revient pour activer une sorte de boussole morale chez les participants. Bon, le Awareness Muscle, donc je pense que la plupart parlent anglais. C'était l'idée qu'à l'école, on me disait, enfin à l'école, à l'université, plus on entraînait sa mémoire, plus on avait une chance d'avoir de la mémoire. Donc je me disais que peut-être on pouvait entraîner le muscle critique des participants, et donc ils auraient plus de sens critique. Donc j'ai fait un dispositif qui était physique, donc avec des machines de fitness qui avaient certains exercices. Et les participants, en faisant ces exercices, étaient questionnés par des entraîneurs. Et à la fin, ce que je me suis toujours aperçu, c'est quand on a une certaine fatigue et on est poussé à des questions, on se lâche. Donc l'idée, c'était de faire parler. Mon but, à une époque, c'était que les gens s'ouvrent. On peut être amis plus vite si je vous connais. Si vous vous protégez, si vous me donnez une image qui n'est pas authentique, on ne va jamais se connaître vraiment. Alors, parmi les formats les plus physiques que vous avez souvent utilisés, il y a le Critical Run. Les Critical Run, vous en avez fait à Athènes, à Beijing, à Berlin, au Caire, à Copenhague, à Hanoï, Istanbul, Londres, Moscou, Munich, New York, Paris, Sydney, Toronto et Venise. Et Trondheim. Très important, Trondheim. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, les Critical Run, c'était l'idée de faire des débats. Alors, je me suis aperçu que des séminaires ou des conférences, c'était des situations comme ça de spectacle. Donc, ce que je voulais, c'est que les participants débattent de sujets. Et donc, je les fais courir. Et puis, il y a un débat, il y a une question. Et c'est filmé. Donc, en courant, tout le monde se parle et ça va très vite et on bouge. Et ça permet aussi de donner une question au dernier moment qui est sur les urgences ou des choses très... Parce que l'organisation, finalement, au niveau de la question, on peut la faire au dernier moment. Donc, c'est assez flexible. Quel type de questions vous posez lors de ces... C'était quoi à Trondheim ? Est-ce que l'art est commandité pour, commissionné pour donner l'illusion de la démocratie ? Alors, on arrive à la seconde partie, et peut-être l'un des formats les plus prolifiques que vous ayez développé, la Emergency Room, la salle d'urgence, un format d'exposition central dans votre pratique. Pouvez-vous revenir dessus et nous expliquer un petit peu en détail de quoi il s'agit ? L'Emergency Room m'est venu en observant. Souvent, ce que je fais, c'est par rapport à des manques. Par exemple, s'il n'y a personne qui nettoie les rues de Copenhague, je vais les nettoyer, ou etc. Donc, je me suis aperçu que dans les musées, le délai de réponse d'un artiste était d'à peu près... si par exemple je veux faire une exposition dans un musée, ça prend à peu près 2 ou 3 ans, si je suis accepté, pour développer l'exposition. Donc je me suis posé la question, comment un artiste qui veut s'exprimer sur des élections récentes ou des choses qui se passent,
comment un artiste peut s'exprimer dans un musée, c'est-à-dire dans un lieu semi-bourgeois ou bourgeois presque. Que faire? Alors, j'ai répondu à ça en faisant Emergency Room, qui est un espace que Jean-Pierre Pape a dessiné, on a discuté, c'est rond, etc. Il y a des protocoles. Et puis, une fois que le musée accepte, tous les jours, l'exposition change et pose la question, qu'est-ce qui est une urgence aujourd'hui? Et après, il y a des débats. Donc, c'est un peu comme dans les caricatures, en fait. Voilà. C'est un Alors, peu comme il y a les quelque caricatures. chose d'assez amusant, c'est que le musée du retard en anglais, ça se dit retarded. Donc, vous n'avez pas tellement envie... donc c'est pour ça que vous avez remplacé ça par le musée du délai, Voilà. non pas le musée des débiles. Bah, normalement, il y a 2 espaces dans ce projet. Il y a l'Emergency Room qui respire tous les jours sur les urgences. Et quand les œuvres sont trop tard, si par exemple on vous dit faites attention, la ville va brûler parce qu'elle est mal protégée, une fois qu'elle brûle, bah, on peut dire c'est trop tard. Alors, il y a 2 espaces. Il y a l'urgence et le délai, le trop tard. Voilà. Donc ça, en français, c'est retard. Et en anglais, c'est délai parce que retard, ça veut dire débile. Alors, je tiens à saluer les artistes d'Emergency Room et des autres projets qui sont là, puisqu'il y en a, c'est vrai. Donc voilà. Et notamment, c'est l'un des projets qui se rapproche le plus de la critique institutionnelle, où il s'agit finalement d'une part d'installer une institution dans l'institution, puisqu'on voit que l'architecture était extrêmement présente, était extrêmement codifiée, et alors que normalement, une institution, un musée ou une fondation, c'est quand même le royaume du prévisible, tout est extrêmement planifié à l'avance, que ce soit dans les formats, mais surtout dans les sujets qui sont abordés. Ici, dans ce cadre, tout était extrêmement spontané. Il y avait juste des règles de production, c'est-à-dire le timing, les artistes qui avaient une sorte de slot pour pouvoir installer leurs pièces, les sujets, parce que parfois, tu censurais les pièces qui pouvaient être apportées, notamment No Bush, No Blair. Mais à part ça, c'était complètement ouvert à l'interprétation, à l'accident, et les gens pouvaient installer ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, pour faire un projet comme ça, où on ne sait pas ce qui va se passer, il y avait certaines règles, dont la ponctualité, comme tu l'as dit. L'idée du no Bush, no Blair, c'est juste, je vais en profiter pour en parler, c'était interdit de venir avec des photos de Bush et de Blair. Parce qu'à l'époque, un artiste qui voulait faire de la politique faisait une moustache à Bush sur une peinture ou une photo, et donc c'était trop facile. D'utiliser des icônes des pop stars de la politique et de les tourner en Hitler, etc. Donc, c'était pour développer quelque chose de plus pertinent. Donc, il y avait des règles, mais c'est imprévisible. Ce qui s'y passe, c'est assez imprévisible. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que quand on relit tout le manifeste des Emergency Room, il y a cette idée de créer des tensions. D'une part, entre toutes les œuvres qui étaient très punk, DIY, guérilla, facilement produites, facilement installées, facilement désinstallées, et l'architecture de cette Emergency Room, qui est une sorte de white cube par excellence, ça pourrait être une Chelsea Gallery, mais il y avait aussi l'idée que chaque Emergency Room, notamment en termes de photographie, on ne puisse pas les reconnaître, que ce soit toujours la même architecture, la même luminosité, mais par contre que les sujets soient extrêmement situés géographiquement, puisque ce qui se passe par exemple à Hanoï est complètement différent de ce qui se passe à New York. Pourquoi se construire cette institution sur des tensions extrêmement fortes comme ça entre le contenant et le contenu? C'est-à-dire, c'est comme le match de foot. Un match de foot, ça dure 90 minutes, ou il y a 11 joueurs, etc. Donc, dans le football, il y a quelques règles. Et après, quand le match commence, on ne connaît pas le score. Hein. Donc, c'est un peu le principe de créer un format. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot format. C'est un format qui peut se répéter. Et donc, c'est pas pour créer une sécurité, mais c'est aussi... c'est quand même précieux, c'est-à-dire les artistes qui viennent pour participer, c'est une sorte de cocon quand même. En fait, je comparais ça à un sac embryonnaire. Un sac amniotique. Amniotique, voilà. C'est très intéressant parce qu'en y repensant et en voyant le schéma derrière nous, ça me faisait penser qu'il y avait tout un système de digestion des artistes, puisque voilà, on rentrait, on posait la peinture. Après, c'était la première salle de débat, donc c'est un peu le sac amniotique. Et après, une fois la première journée passée, les premières 24 heures, la pièce était installée dans le Delayed Museum. Et une fois, et si l'artiste ne venait pas récupérer cette pièce, elle intégrait ta collection personnelle. Oui, alors l'idée, c'est que, en fait, si les artistes ne viennent pas dans les 24 heures récupérer les œuvres, elles rentrent dans le Delay Museum comme œuvre de la collection.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que ce Delay Museum prenne vie, mais ça va venir. Où est-il d'ailleurs? Il est au Danemark? En fait, au Danemark, oui, au 5e étage, oui. Et tu as réussi à amasser combien de pièces grâce à ce système idée. ingénieux? Aucune idée. J'ai aussi une inondation une fois dans une cave. Aucune idée, mais c'est un projet. Si vous connaissez des gens qui veulent s'en occuper, vraiment, vous qui avez des contacts dans le monde entier, on va faire une grande expo avec ça. Alors, ce musée du délai, il aurait été inspiré par une phrase de Marcel Duchamp. On en parlait tout à l'heure. Marcel Duchamp use delay instead of. Donc, c'est une phrase de Marcel Duchamp. Using delay instead of painting of pictures. Et c'est ça qui vous aurait inspiré ce musée du retard. Non, j'ai découvert cette phrase après, en fait. D'accord. Mais ça a été un hasard drôle, quoi. Je me suis dit, ah, bah, ça c'est drôle. Oui, enfin, je pense que Marcel Duchamp a voulu parler de comment l'œuvre d'art peut être périmée. Mais en fait, j'ai pas trouvé de recherche sur le sujet, sur cette œuvre. Alors, avec les institutions, vous renversez aussi un petit peu la verticalité en vous substituant en fait au commissaire d'exposition, puisque vous sélectionnez les œuvres à leur place. Et d'une certaine manière, vous remettez en question la notion d'expert. Vous devenez expert vous-même. Oui, alors ça, je suis content de cette question. Oui, l'expert, c'est-à-dire, maintenant, on dit, enfin, par exemple, je ne sais pas en France, mais au Danemark, chaque fois qu'on a quelque chose à dire, on dit expert, 2 points, et on lâche la phrase. Et on ne sait jamais qui sont les experts en ce moment. Donc, cette idée d'expert, c'est une idée assez floue, qui est assez exploitée. Et donc, récemment, en fait, c'est ce que je fais en ce moment. Je crée des phrases moi-même, mais je ne signe pas que c'est moi. Je mets expert et je dis ce que je veux. Et donc, j'utilise un peu cette méthode des experts. C'est assez déstabilisant qu'il y ait un expert. Ouais. Donc, je me suis aussi, au lieu d'être colonel, maintenant, je suis un expert. Alors un expert aussi, mais aussi parfois un artiste de l'échec. On en parlait tout à l'heure. Il s'avère que parfois, lors des emergency rooms, personne ne venait exposer des œuvres. Donc vous finissiez seul. Et vous vous amusiez vous-même de cette position un peu de clown triste ou de cet aspect un peu dérisoire ou pathétique que peut représenter une action comme cela. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette idée un peu que vous seriez parfois un clown triste ? Je ne sais pas si je suis content avec ça, d'être pathétique, mais c'est vrai. Dans le sens où parfois, bon, par exemple, si j'organise une emergency room et il n'y a pas de personne qui expose, ça peut aussi en dire plus sur que personne n'ose venir ce jour-là parce que c'est trop grave. Donc, en fait, l'absence montre aussi... c'est comme si on fait des élections, personne ne vient voter ou personne n'a rien à dire. Donc, ça aussi, mais c'est vrai. Enfin, je m'intéresse à l'idée de failure et on peut s'en apercevoir maintenant. C'est-à-dire que, bon... avec ce que j'ai contribué, je m'aperçois que de toute façon le monde est pire maintenant qu'il était. Bon, peut-être pas. Oui. Donc visiblement, mon projet était catastrophique. Alors non, pas si catastrophique que ça, puisque c'était quand même des lieux de rendez-vous, de débat entre les artistes et les visiteurs. Et il émergeait de cela une sorte de mouvement continuel qu'on peut rapprocher de forme d'association ou même du format de l'ONG. Et ça me rappelle à autre chose, c'est quel est votre rapport avec l'idée d'esthétique relationnelle, ce terme que Nicolas Bourriaud avait théorisé dans les années 90, où l'œuvre d'art ne se mesure pas tellement en tant que qualité d'objet, mais par le type de génération humaine qu'elle génère, le nombre d'interactions humaines qu'elle génère, pardon. Et j'étais curieux de connaître votre rapport par rapport à cette scène emblématique des années 90 de l'esthétique dite relationnelle. Alors, j'ai découvert le travail de Nicolas Bourriaud dans les années 90 à Paris. J'habitais à Paris et j'ai trouvé ça très intéressant. C'était l'époque où il y avait bloc-notes, documents, etc. J'ai lu les livres de Nicolas Bourriaud, mais j'ai un petit problème avec l'esthétique relationnelle, c'est que c'est très gentil. C'est-à-dire, on déplace une pomme, on joue un peu de musique à 2, on fait une soupe pour 3 personnes. Donc je trouve que l'idée de l'esthétique relationnelle est bien gentille, mais bien gentille. Donc, pour vous, il y a une dimension plus tragique dans votre travail disons que les sujets sont plus douloureux, je dirais. Oui, tout à fait. La guerre, les réfugiés, c'est plus douloureux. La xénophobie, la montée des populismes, c'est des sujets qui reviennent souvent dans vos œuvres. C'est vrai que bon, le concept de l'esthétique relationnelle est fantastique. Mais les exemples donnés ne sont pas ma direction. Ben là, j'ai Thomas Fleurquin qui fait Distortion, donc
C'est un festival de techno à Copenhague où il met en scène à peu près, c'est pas 3 personnes qui mangent une soupe, mais c'est 50 000 personnes qui se rencontrent. Voilà. Sur un format peut-être un peu plus joyeux et allègre, on va parler du biennaliste. Vous êtes un spécialiste pirate officieux pour intégrer les biennales et les foires d'art qui ont explosé dans les années 90 et 2000. Et vous vous amusez un petit peu de tout ce tapage mondain et de ses règles, de son folklore, et vous avez créé des formats autour de ça. En filigrane, donc du coup, ça documente, si vous voulez, l'explosion un petit peu de ce type de format. En 2007, à la Biennale de Venise, vous collectionnez les cheveux, vous faites des interviews, des micro-trottoirs, vous élisez une Miss Biennale, vous propagez des rumeurs de fêtes qui font baver tout le monde. Et puis, vous faites un poster « Documenta should be curated by a car », qui était en référence à Jens Hoffman, un texte fameux où il disait que la prochaine Documenta, donc cet événement à Cassel, devrait être curaté par un artiste. En fait, bon, c'est vrai que ça peut paraître drôle, mes interventions sur les biennales, mais en fait, ça répond à un problème. C'est-à-dire que les biennales prêchent, c'est un peu le Vatican, c'est-à-dire de l'art contemporain. Il y a les musées, il y a les galeries. Les biennales deviennent des événements qui se passent tous les 2 ans, qui deviennent extrêmement importants, où tout le monde va comme des pèlerins religieusement. Et ces biennales prennent une posture politique, c'est-à-dire, au lieu de dire cette année on va parler du monochrome, etc., elles ont toujours des titres The World Something, A Better World. Elles ont toujours un titre très ambitieux au niveau politique. Et donc c'est ces biennales-là que je m'intéresse parce que je me dis, finalement, ils posent des questions comme ça. Mais est-ce qu'ils y répondent? Donc, pour donner un exemple, il y avait une biennale où ils utilisaient Karl Marx à la Biennale de Venise. C'était au Q&A. Voilà. Et donc, je me demandais, mais comment utiliser Karl Marx à Venise? Quelle pirouette? Donc, je questionne ça. Vous êtes dans un rapport critique, un rapport de corruption, en tous les cas intellectuel, qui vient anesthésier des concepts politiques, les utiliser de manière décorative, folklorique, oui. Alors même que ces biennales sont au service des 1%. Oui, mais c'est aussi, comment dire, les questions qui touchent sont tellement importantes qu'on ne peut pas les laisser à un seul type de pouvoir. Donc je prends les questions, puis c'est un peu le mec à l'école qui fait « moi j'ai une réponse », ou c'est une sorte d'enthousiasme. Et je m'enthousiasme plus que les participants. Le titre m'intéresse. Alors en parlant d'enthousiasme, vous avez fait courir des artistes avec des commissaires d'exposition sur leur dos. Le prix à gagner, c'était la fête la plus prestigieuse de Venise. Alors je ne sais pas si ça a eu un grand succès. Pour exprimer que maintenant les artistes sont plus grand chose, mais les curateurs, voilà 2 curateurs. En fait, c'est les curateurs qui sont les gens importants du milieu de l'art. Donc l'idée, c'était pour exprimer ça, c'était des artistes qui faisaient un couple avec leur curateur favori et qui faisaient la compétition. Alors, par exemple, je te porte, et puis un autre, voilà, et puis on faisait une course, donc c'était plutôt une illustration. Et vous avez eu des rapports réguliers avec des curateurs avec lesquels vous avez plusieurs fois travaillé? Ce livre est une collaboration avec Munich Village Tuck. Le directeur curateur me suit depuis 5 ans, ce qui est incroyable. Là, il y a des relations qui se tissent, ouais, authentiques. Alors, l'une de vos œuvres les plus emblématiques, et La Tonte va revenir à partir des années 2000, elle va être omniprésente dans votre travail, c'est les tentes que vous avez installées, non seulement à la Biennale de Venise, mais à Documenta. Alors, vous vous installez carrément devant le Fredricianum, qui est le musée principal de Kassel. Je crois que c'est devant un arbre de Joseph Beuys, devant un chêne de Joseph Beuys, et vous posez des questions qui fâchent. Vous considérez-vous comme un artiste de la nuisance? Parce que vous posez des questions très inconfortables en conférence de presse. Je pense que ça a dû beaucoup les agacer. C'est eux qui me considèrent comme un artiste de la nuisance. Moi, non. Je pense que, au contraire, je suis un artiste de la joie et de la bonne humeur. Et des questions importantes. Parce que, en fait, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut apporter à une institution qui se veut critique, c'est de la critique. Donc, une institution qui veut être critique, si on vient avec une critique, c'est comme venir à un anniversaire avec un cadeau.
Alors, vous avez posé une question qui était particulièrement provocatrice. Tout à l'heure, on en parlait. Il s'avère qu'à Cassel, 10% de la population travaille pour l'armement. Et lors de la documentatrice de Caroline Christophe Bakartchev, il y avait une collaboration avec la ville de Kaboul. Et vous étiez demandé si is documented in Kabul to sell tanks. Donc ça n'a pas dû leur faire plaisir. Non. Non, il y avait une très belle question, c'était Is documented Botox for capitalism? Oui. En fait, oui, souvent, c'est-à-dire tous ces événements sont présentés comme des événements artistiques, mais souvent c'est pour vendre des chambres d'hôtel ou le sponsor construit des moteurs qui peuvent servir pour toutes sortes de moteurs, des mobile phones. Donc en fait, on se demande si c'est la Biennale qui vient d'abord et qui trouve de l'argent ou si elles sont au service des clients. Et au service, souvent. Au service des galeries, notamment la Biennale de Venise, qui est financée en particulier par le privé. Cela rappelle, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais les interrogations formulées par Marcel Brouters, qui lors de la Documenta 5 avait fait le musée des Aigles et avait redécoupé en départements plusieurs sections du musée. Ça a été une source d'inspiration pour vous, Marcel Brouters? Oui, je trouve qu'il est formidable. Ouais. C'est-à-dire, c'est un artiste. En fait, le point de départ, c'était un artiste qui était poète. Et donc, j'ai bien aimé ce passage. À un moment donné, il a décidé de toujours être poète, il y était, mais de faire des œuvres qui n'étaient pas authentiques comme des œuvres d'art. C'est un poète qui s'est mis à faire de l'art. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose qui vous rapproche, c'est l'usage du langage dont on n'a pas parlé, mais vous usez beaucoup de langage, de jeux de mots, de rapport à la traduction, et ça, c'est très Brouters également. Oui, aussi Raymond Hins, on en a parlé. Enfin, oui, c'est une autre dimension. On peut faire une belle photo qui est belle, mais bon, par exemple, là, j'essaie de mettre des textes, donc je fais une belle photo, je mets un texte dans la belle photo. Donc on gagne un maximum de. On envahit avec de l'art tout l'espace possible. The Emergency Replace Contemporary. Cette tente qui avait été exposée à Cassel va se retrouver devant l'exécution de l'empereur Maximilien d'Édouard Manet à la Kunsthalle de Mannheim. Donc c'est très très beau cette confrontation, puisque l'empereur Maximilien, il n'écoute pas les soubresauts républicains au Mexique. Napoléon lui dit qu'il faut quitter le territoire, il n'en fera qu'à sa tête, il sera exécuté. Donc là, il n'a pas saisi la question d'urgence. Et donc c'est mis très ironiquement avec votre tante. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette confrontation assez mythique quand même avec cette peinture Avec plaisir. En fait, le message que j'essaye d'avoir, c'est est-ce que l'artiste peut être en avance des problèmes? Et quand on visite un musée, le mot qui revient, c'est « the artist is depicting », comme on dit en français. L'artiste, en fait, il dépicte, il est après, tout le monde est mort, ou tout a brûlé, ou etc. Donc je me demandais pourquoi l'artiste était toujours en retard par rapport à ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que j'étais content. Alors moi, The Emergency Will Replace the Contemporary, c'est une allusion, contemporary art, c'est un genre ou une catégorie. Pour moi, l'art contemporain n'est pas contemporain de maintenant, c'est un peu un marché aux puces. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on va arriver un jour où l'art contemporain qui est dans tel musée, de toute façon, sera sous l'eau ou brûlé, comme on voit en ce moment. D'ailleurs, cette question d'être brûlé, on peut la rapprocher de The Broken Arm de Marcel Duchamp, que vous mettez en face d'un tank. C'est un peu comme les cacas de chevaux. En fait, quand on est en France, mes parents me disaient donc qu'il faut nettoyer la neige. Duchamp a fait une œuvre qui s'appelle En avance de l'accident. Donc, est-ce qu'il s'est dit qu'il voulait faire de l'art qui était en avance des accidents? Alors j'ai comparé cette œuvre avec les chars léopards qui ont aussi des pelles pour pousser ce qui a été détruit. Alors, comme on l'a compris lors de cette conversation, et ça sera ma question de conclusion, votre système de création est en constant renouvellement, mais aussi constamment réorganisé, remis en réseau, notamment à travers les images que vous disséminez. Vous avez des centaines de cartons, de sacs de différentes tailles, de formes. Vous avez de nombreux livres de notes, comme des plans d'action, des dessins, des observations poétiques. Je me suis demandé à quoi ressemblait votre studio. Je ne peux plus ouvrir la porte. En fait, ce n'est pas un studio, c'est un dépôt. Mon studio, il est dans la rue, il est ici. Donc, en fait, quand je reviens d'une exposition comme ici, j'ai créé un petit peu, je vais revenir avec un sac que je vais mettre dans le studio. Et puis, j'attends que, voilà, quand ce sera le moment, je ferai le bilan.
Enfin, j'ai déjà fait un peu pour le livre. Donc, mon studio, c'est un amas, mais c'est un trésor.